Eh bien, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours du webinaire. On va commencer maintenant. Donc, on a environ 3/4 d'heure. Et donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser toutes vos questions par écrit. On y répondra à la fin, justement avec Amandine. Donc, moi, je suis Priscilla et je suis vraiment enchantée d'animer ce webinaire avec vous. Moi, je travaille donc en marketing chez Easy Recrue et je travaille notamment sur beaucoup de sujets recrutement et RH, donc à publier un certain nombre de contenus et faire de la recherche sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, c'est surtout Amandine qui va parler, donc je laisse Amandine se présenter. Et donc moi, je suis Amandine Reitz, la HR Manager d'Easy Recrue, que Priscilla a invité à intervenir pour partager sur le cas pratique d'Easy Recrue et les KPI que nous suivons. Et donc, je suis chez Easy Recrue depuis un peu plus d'1 an pour participer à notre forte croissance, notamment en termes d'effectifs. Alors, je vous propose... Là, on vient d'allumer la webcam, comme ça vous pouvez voir si nos photos sont vraiment ressemblantes. Alors, je vous préviens juste que si vous avez, il arrive parfois que la connexion soit un petit peu lente, donc n'hésitez pas à couper la webcam dans ce cas-là, ça peut peut-être aider à fluidifier aussi le webinaire. Alors, on va passer à la slide suivante. Alors, on va commencer par faire un petit récapitulatif des bons indicateurs de performance. Ensuite, on va voir à quel point il faut les suivre à chaque étape du processus de recrutement et ensuite, je laisserai entièrement la parole à Amandine pour découvrir ces cas concrets. On est au mois de décembre, on a choisi ce sujet forcément pas par hasard, mais parce que à la fin de l'année, en général, c'est le moment où on revient un petit peu sur les indicateurs de performance de l'année pour préparer notamment les plans de recrutement et les budgets pour l'année suivante. Je pense que c'est un sujet aussi qui vous intéresse beaucoup parce que je pense que c'est un des webinaires sur lesquels on a aussi eu le plus d'inscriptions par rapport à nos autres sujets et on a également un e-book sur le même sujet que je vous inviterai à télécharger par la suite parce qu'il y a, on va dire, beaucoup de détails par rapport à ce qu'on va se dire aujourd'hui dans ce webinaire. Alors, il y a parfois une certaine réticence de calculer des indicateurs sur le recrutement, parce qu'on parle d'une activité humaine, mais c'est une activité, le recrutement, c'est une activité humaine qui est tout à fait quantifiable. On a un nombre de recrutements, on a des coûts associés au recrutement, on a un temps lié au recrutement, ce qui fait que c'est tout à fait possible de mesurer les indicateurs clés de performance qu'on appelle KPI, un petit peu en anglais aussi, pour raccourcir ça. Ces indicateurs, il faut surtout respecter quelques éléments. Ils doivent être mesurables. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué à calculer et être assez simple. Ils doivent surtout être toujours reliés à un objectif. Déjà, l'objectif de pourquoi vous avez choisi cet indicateur et qu'est-ce que je veux atteindre avec cet indicateur? Quel est mon objectif lié à cet indicateur? L'important aussi, c'est qu'un indicateur clé de performance, ça se compare dans le temps. Donc, ces indicateurs, c'est bien s'ils sont mensuels, trimestriels, annuels, quotidiens, tout dépend aussi un petit peu de votre activité. Pourquoi on a besoin de ces indicateurs? On va se focaliser un petit peu sur les raisons. C'est de pouvoir un petit peu déterminer où on se situe par rapport aux standards. Par rapport aux standards de votre secteur d'activité, par rapport aux standards liés à une typologie de profil, et où sont également vos axes d'amélioration, là où vous êtes performant, là où vous êtes moins performant, et justement quel plan d'action prendre et quelles mesures prendre pour améliorer ces performances. Et surtout, ça permet généralement d'orienter et de justifier des décisions auprès de votre hiérarchie. Une petite anecdote, c'est une source Forbes qui calcule ça, c'est que les équipes RH qui évoluent dans une culture de la donnée sont 4 fois plus estimées
par leurs collègues. Pourquoi? Parce qu'ils sont 2 fois plus performants, justement, parce qu'ils arrivent à mesurer un petit peu la performance de leur recrutement. Ce qui est recommandé sur les KPI, c'est de ne choisir pas plus de 10 indicateurs. Et souvent, on recommande même plutôt 6 pour ne pas avoir trop de données un peu partout. Surtout aujourd'hui, à l'heure un petit peu des outils digitaux, on va avoir des tableaux de bord sur l'ATS et sur les job boards qu'on utilise. Donc, on a un peu des données partout. Il faut un petit peu se focaliser sur lesquelles on choisit de suivre. Il faut en avoir un suivi constant, un suivi qui soit mensuel ou hebdomadaire, mais où on choisit d'y consacrer un temps maximum, pas plus d'1h30 par mois. Ça ne doit pas devenir un casse-tête chinois. Autre chose, l'important, c'est de combiner des indicateurs qui soient quantitatifs et qualitatifs. Je pense qu'on a un peu tous en tête, il y a beaucoup de grands cabinets, notamment de recrutement ou des ESN, où chaque chargé de recherche va avoir un nombre d'appels à passer par jour, un nombre de candidats à contacter. Et alors, on va souvent être dans un volume quantitatif où on ne regarde pas trop l'approche qualitative derrière. Qu'est-ce qui se transforme derrière? Quels appels ont vraiment été utiles? Donc voilà, toujours essayer d'avoir un juste milieu sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Si on doit résumer un petit peu, il existe des dizaines et des dizaines de KPI dans le recrutement, qui sont souvent corrélés à 4 variables. Le délai, la durée du processus de recrutement, ça peut être soit à partir de l'expression du besoin et l'arrivée du collaborateur. Parfois, on va juste regarder la durée du processus de recrutement, à partir du moment où on a lancé l'offre et le contrat est signé. Le volume de recrutement, combien de recrutements on effectue. Il y a toujours aussi une notion de coût. Quel coût lié au recrutement? On a souvent la source du recrutement qui impacte beaucoup ces coûts. Et ce qui est très important, c'est qu'une fois que le recrutement est fait, quelle est la qualité de ce recrutement? Alors ça peut se mesurer par le turnover ou d'autres indicateurs. Je pense qu'Amandine reparlera de ces indicateurs un peu après. Alors, c'est aussi très important de les suivre à chaque étape du processus. Avec ces quatre variables qu'on a vues, on a on va dire la big picture un petit peu macro, mais parfois il est aussi essentiel de revenir un petit peu, de se pencher un peu plus sur le processus en lui-même et de voir les différentes étapes de la candidature jusqu'à la validation de la période d'essai. Ici, je vous propose un schéma. C'est une étude européenne qui a été faite sur une cible plutôt PME. Il faut savoir que ce processus de recrutement et les taux de conversion à chaque étape du processus de recrutement peuvent varier fortement en fonction de l'activité. Alors, comment on lit ce schéma qui peut paraître peut-être un peu compliqué? C'est que parmi les candidatures reçues ou les candidatures qu'on a sourcées, on retient à peu près 17% de candidats en présélection. Parmi ces candidats retenus en présélection, 32 sont retenus pour un entretien en face-à-face. On a ensuite 31% de ces candidats qui ont fait un entretien qui reçoivent une offre. 69% des candidats acceptent l'offre et 76% valident leur période d'essai. Si on veut un petit peu prendre un cas un petit peu plus concret, imaginons que vous recevez 50 candidatures pour un poste, ce qui est la moyenne nationale d'ailleurs. Ça veut dire que vous allez retenir 9 candidats en présélection, faire 3 entretiens face à face, avant de faire une offre à un de ces 3 candidats. Il y a 70% de votre candidat accepte l'offre et 66% de chances qu'il valide sa période d'essai. Donc voilà un petit peu la grille de lecture. Je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à ces standards. En tout cas, Amandine va nous en dire un petit peu plus parce que rien ne vaut un exemple concret pour illustrer des propos. Alors Amandine, ce que je te propose, c'est que tu nous
nous en dises un petit peu plus sur tes recrutements chez EasyRecruit. Ok. Alors pour vous dresser un petit peu le tableau d'EasyRecruit que vous connaissez peut-être en tant que fournisseur, on est également un éditeur de logiciels. Aujourd'hui, on est une soixantaine de personnes, précisément 65. On a une croissance assez forte, puisque là, en 2017, l'année n'est pas terminée, mais on aura fait une quarantaine de recrutements. Et donc sur l'année, j'ai la seule RH travailler, mais une recrue est arrivée il y a 2 semaines, puisque nos ambitions pour 2018 sont encore plus fortes et que j'ai besoin d'un petit peu de secours. Et alors, quel profil tu recrutes? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors, en étant seule à la base, forcément, je recrutais tous les profils qui pouvaient exister chez un éditeur de logiciels, que ce soit en France, où est notre siège social, ou dans les bureaux commerciaux que nous avons à Londres, Milan, Madrid, Bruxelles. J'ai tout dit. Et donc ça va du profil de commercial très junior au nouveau directeur, par exemple un directeur financier qui est arrivé il y a peu de temps, ou des développeurs, des data scientists, donc vraiment toute typologie de profil. Maintenant, on a pu les séparer, quand même, il y en a 80% qu'on peut estimer comme des candidats des postes sur lesquels on peut avoir un certain volume de candidatures naturelles qui viennent, et donc qui sont plutôt volumiques, mais 20% sur lesquels on sera toujours en tension, parce que c'est des profils extrêmement pénuriques, typiquement les data scientists, les développeurs, ou encore les profils à l'international sur lesquels on a une marque employeur qui est assez peu développée. Alors Amandine, quand tu es arrivée donc, chez EasyRecruit il y a 1 an, je crois qu'il y avait une grosse problématique de volumétrie de candidatures reçues et de qualité de ces candidatures. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, si même sur les profils qu'on dit volumiques, on ne reçoit pas assez de candidatures? En effet, c'était le cas l'année dernière. On recevait peu de candidatures, alors forcément sur les postes en tension, mais y compris sur des postes sur lesquels il est censé être assez facile de trouver des profils. Donc il y a eu un travail de fond fait pour créer un pipeline de candidatures naturelles sur ces postes avec un potentiel fort de candidatures spontanées. Et donc le premier travail qui a été fait, c'était de travailler sur la communication autour de notre marque, qui était peut-être un petit peu froide à la base, et donc de choisir des canaux très spécifiques à ce que l'on recherchait plutôt que des généralistes. Parce qu'avant que j'arrive, je pense qu'il y avait beaucoup de job boards très généralistes qui étaient utilisés du type Monster et beaucoup de cabinets de recrutement, forcément sans RH, il y avait un gros budget cabinet. Et donc aujourd'hui, moi j'ai préféré sélectionner des canaux type Welcome to Jungle pour les startups qui nous écoutent. Je pense que c'est un petit peu une référence à la fois pour les startups et pour les candidats qui souhaitent travailler en startup. Et donc on ne reçoit pas un nombre de candidatures énorme, mais l'application accuracy est très bonne sur ce type de source. Et puis typiquement pour les profils techniques, on va sur Choose Your Boss, donc on choisit vraiment des canaux très spécifiques sur lesquels on a une communication moins froide et qui montre un petit peu plus ce qu'est la vie chez EasyRecruit. Et donc typiquement le deuxième point sur lequel nous avons travaillé, c'est retravailler sur nos offres en plus de notre communication. Donc à la fois sur l'analyse du besoin avec le manager pour être certaine qu'elle soit réaliste, mais également sur le ton utilisé dans ces annonces où on avait tendance alors je ne vais pas vous dire qu'on copiait-collait nos annonces, mais on s'inspirait des annonces faites par d'autres, on en copiait-collait, on faisait un joli mélange et en fait ça ne représentait pas qui on était ni ce qu'on recherchait. Donc on a fait un travail de fond sur la communication écrite des postes ouverts et de présentation de l'entreprise. Et ensuite, il y a eu un gros travail aussi sur la cooptation, parce que c'est un bon levier de croissance sur le recrutement, mais également de rétention à mon sens. Donc c'était important pour nous de voir à quel point nos salariés étaient heureux et étaient prêts à coopter les meilleures personnes de leur réseau. Et donc là, on finit l'année avec a priori un quart de nos recrutements qui viennent de la cooptation, ce qui à mon sens c'est la bonne proportion. Donc je vais essayer de ne pas la dépasser, parce qu'après ça fait un petit peu trop de personnes qui viennent du même cercle. Mais je trouve ça plutôt encourageant de voir que nos salariés recommandent les personnes de leur réseau et qu'ils trouvent de qualité. Et ça aide aussi à leur intégration. Et donc pour ce faire, on a mis en place des primes de cooptation qui sont données pour 50% au démarrage de la personne et 50% à la validation de la période d'essai, qui vont de 1 000 à 5 000 euros en fonction de la pénurie sur le profil recruté. Typiquement 5 000 euros, c'est les développeurs. Et alors les résultats dans tout ça, après 6 mois de mise en place
Alors, après 6 mois, on a une augmentation significative du nombre de candidatures. On en reçoit 3 fois plus. Alors, en fonction de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, le chiffre de 250 candidatures, vous allez trouver ça assez faible. Mais pour nous, c'est déjà beaucoup mieux. D'autant plus qu'on réalise que c'est des profils qui sont plus pertinents pour nous qui postulent, puisque le nombre de candidatures retenues a doublé proportionnellement. Donc, en fait, on est passé de 7% de candidats qu'on validait sur environ 70 candidatures à 14% qu'on valide sur 250. Donc naturellement, il y a un pipeline de candidats qui se crée sur ces postes-là. Ça implique encore un autre travail pour pouvoir tous les postes qui sont ouverts, mais c'est quand même un petit peu plus confortable d'avoir ces métriques-là. Justement, qu'est-ce qu'on fait sur ces profils qu'on dit un petit peu en tension, où les candidats se font rares? C'est un petit peu la problématique, je pense, de l'ensemble des recruteurs. Qu'est-ce qu'on fait pour faire du sourcing sur ces profils? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, forcément, en faisant le travail de fond dont je parlais tout à l'heure, pour avoir des candidatures naturelles sur les postes volumiques, on se libère du temps pour travailler sur les postes en tension. Et donc, chez nous, typiquement, comme vous l'avez compris, je pense, c'est les postes un peu plus techniques. Et donc, en ayant plus de temps et plus de budget aussi accordé à ces profils-là, puisqu'on ne fait plus appel à des cabinets sur les autres profils, on peut choisir de nouveaux canaux, tester de nouveaux canaux très spécifiques à ces postes-là, y accorder plus de temps à la fois en mettant des annonces et en sourçant, mais aussi en chassant, par exemple sur LinkedIn, et faire appel à des cabinets de recrutement auxquels on continue évidemment de faire appel de temps à autre, et donc se générer un pipe de candidats qui ne sera jamais aussi important que ce qu'on aimerait avoir, mais qui nous permet néanmoins de pourvoir nos postes. Et sur ces postes-là, on a aussi réalisé qu'il y a une tension beaucoup plus forte. Le marché est déséquilibré et les candidats sont un petit peu dans une position de force, et ça nous permet de réfléchir à EasyRecruit en tant qu'employeur et aux avantages concurrentiels qu'on peut avoir par rapport aux autres entreprises du marché. Et ça nous permet quelque part de mettre en place des choses dont bénéficient par ailleurs tous les salariés, mais ça va être aussi bien en termes de salaire que d'avantages ou de flexibilité dans le mode de travail offert aux salariés. Et donc, il y a un travail de fond qui se fait grâce à ces profils un peu pénuriques quelque part. Voilà. Après, ce qui est aussi important de voir, c'est que je pense que quoi qu'il arrive, sur ces postes-là, on va avoir un coût du recrutement qui va être un peu supérieur, parce qu'on va forcément mettre plus de moyens sur les sources qu'on va choisir, mais aussi continuer d'utiliser des cabines de recrutement qui forcément font augmenter le coût du recrutement. Maintenant aussi, ce qui est assez important sur ces profils pénuriques, je pense que une erreur de recrutement, c'est toujours un peu dramatique, mais sur un profil pénurique, c'est encore pire. Parce que si on recrute quelqu'un, qu'on commence à onboarder et que derrière, pour une raison X ou Y, quelques semaines plus tard, cette personne n'est plus là, on repart vraiment complètement de zéro plutôt que d'avoir continué d'alimenter un pipeline. Et donc, on essaie d'être encore plus prudent dans le recrutement. On a, avec le CTO, pour habitude de dire, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et donc, on croise vraiment nos avis sur tous les profils qu'on recrute, sur tous les postes, mais a fortiori sur ceux-ci, où le manager et l'équipe sont sollicités pour sélectionner les candidats. Donc le manager, à la fois pour évaluer le niveau technique et pour évaluer le fit qu'il peut avoir avec la personne, mais on organise aussi une rencontre avec l'équipe de façon un peu informelle, mais c'est un déjeuner ou un apéritif, où ils prennent le temps de se découvrir et de voir s'ils ont envie de travailler ensemble. Merci Amandine. Donc là, on a vu un petit peu comment on crée un pipeline de candidatures. Sur la sélection, je sais qu'il y a encore quelques difficultés, notamment de rencontrer un peu trop de candidats en entretien par rapport au nombre d'offres qui sont faites. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour améliorer En effet. Alors, on peut voir ça dans mes indicateurs clés de performance. On a un taux de closing de 8% sur les candidats. Donc, ça veut dire qu'entre le candidat qu'on voit en premier entretien et le candidat qu'on recrute, non, il est de 12%, pardon. Ouais. Ce qui veut dire qu'on voit 8 candidats pour en recruter un. Peut-être que j'ai envie de redonner la chance à beaucoup de candidats. Mais aussi, pour être très honnête avec vous, je vais avoir l'air d'être un peu une mauvaise élève, mais lorsque je suis un petit peu pressée, il m'arrivait du moins, de couper le début du process de recrutement et de booker directement des candidats. Et donc c'est vrai que maintenant on essaie de plus respecter le process qu'on a mis en place et de faire une présélection via la vidéo pour rencontrer moins de candidats, mais être certain que les attentes croisées du manager, des personnes impliquées dans le recrutement et de moi sont bien respectées avant de rencontrer les personnes. Surtout pour tenir le plan de recrutement.
Oui, surtout pour tenir notre plan de recrutement qui est toujours hyper ambitieux et qui le sera encore plus l'année prochaine visiblement puisqu'on est en pleine phase budgétaire en ce moment. On n'a pas fini de remplir toutes nos lignes sous Excel, mais ça a l'air très ambitieux. Et on travaille aussi sur la durée du process de recrutement qui peut nous faire perdre des candidats, notamment les profils pénuriques qui ont toujours beaucoup d'offres en parallèle. Et donc là, les KPIs, je m'en sers aussi parfois pour faire passer des messages, notamment aux directeurs et managers qui recrutent, dont Priscilla fait partie. Priscilla est toujours d'une grande aide lorsqu'on lui passe un message. Et donc typiquement, il y a 2 mois de ça, j'ai réalisé qu'il me restait 20 recrutements à faire pour les onboarder d'ici la fin de l'année. Et donc, ce que j'ai essayé d'expliquer, et qui a été assez bien accueilli, je pense, de la part des différents managers, c'est que pour faire 20 recrutements, si je dois avoir 8 candidats, ça fait 160 heures passées en entretien, en sachant que je ne fais pas que le recrutement, et que pour que les personnes démarrent en moins de 3 mois, en réalité, il faut les voir en moins de 3 mois, c'est plutôt 2 mois, et que c'était donc impossible pour moi de faire 160 heures d'entretien sur moins de 2 mois. Et donc, j'ai modifié le processus de recrutement, et je me suis fixé d'autres objectifs que Priscilla a cités précédemment, mais c'est de passer plutôt de 5 candidats vus pour un recruté, et donc d'inviter que les meilleurs candidats à venir nous rencontrer en entretien, et aussi de réduire notre time to hire, qui est autour de 10 semaines, à plutôt 7 semaines. Aujourd'hui, on n'a pas encore atteint l'objectif, assez clairement, mais pour le début d'année, c'est quelque chose sur lequel je vais devoir travailler encore plus fortement pour ne pas perdre trop de temps en entretien avec des candidats qu'on sait déjà qu'on ne recrutera pas. Mais donc déjà, pour atteindre les objectifs de fin d'année, j'ai mis en place un plan d'action suite à ce constat des 160 heures en 2 mois. Et donc, j'ai essayé d'optimiser le processus de présélection des candidats, donc en travaillant déjà sur la définition des attentes du manager et des attentes réalistes, on va dire, du manager, pour que derrière on puisse se concentrer sur du sourcing, alors à la fois la diffusion d'annonces, le sourcing ou le travail avec les cabinets, pour ensuite créer des campagnes sur EasyRecruit avec le manager. Est-ce que tu peux juste expliquer en un mot ce que c'est qu'EasyRecruit, parce que je ne pense pas que tout le monde utilise EasyRecruit. Très bien. Et donc EasyRecruit, en dehors d'être notre société, c'est aussi une solution que j'utilise moi pour recruter. Alors il y a plusieurs produits, mais en l'occurrence là je parle de l'entretien en vidéo différé, où le manager et le recruteur ensemble font la liste des critères sur lesquels ils veulent évaluer un candidat. Ils créent des questions à partir de ces critères et de préférence des questions filmées. Vous le verrez, nous on essaie de respecter ça et pour apporter un côté un peu plus chaleureux. Et derrière, le candidat reçoit une invitation, se connecte lorsqu'il est disponible plutôt qu'être appelé en étant en plein milieu d'une réunion. Et à ce moment-là, la RH et le manager regardent la vidéo lorsque même ont le temps et croisent leurs avis sur les candidats qui font leurs entretiens vidéo. Et donc là, vous pouvez voir l'exemple de l'équipe marketing qui recherchait un stagiaire et qui a fait un petit mail spécifique avec une photo de chaque personne de l'équipe marketing pour inviter les candidats à venir faire l'entretien vidéo différé. Et il y a une petite vidéo d'accueil avec Roxane qui a organisé ce webinaire en back-office et Julie qui s'occupe de notre contenu. Et je pense que derrière, il y a aussi un exemple d'entretien vidéo différé. Et donc Pauline, que nous avons recrutée entre-temps dans l'équipe Customer Success, là vous avez la liste des questions qui apparaît, ma note de l'époque, comme vous voyez, elle a 3 pouces. Ça veut dire que et le manager et moi, et sans doute une autre personne, donc j'ignore l'identité, ont apprécié son entretien vidéo. Et donc une fois qu'on a regardé l'entretien, on peut le partager avec les personnes qui doivent également évaluer le candidat pour être certain que nous sommes tous d'accord sur la qualité du profil que nous devons ensuite rencontrer en entretien. Et donc une fois qu'on a fait cette évaluation en entretien vidéo différé, on invite la shortlist des candidats en entretien physique. En ce moment, chez nous, c'est avec le manager parce que je ne peux pas avoir toutes les personnes en premier entretien. Et nous faisons en sorte que ces entretiens durent plutôt 45 minutes que 1 heure. Eh bien, parce qu'en ce moment, nous avons une grosse pratique de gestion du temps pour atteindre tous nos objectifs. Par la suite, on fait toujours des entretiens de mise en situation. J'en parlerai un peu plus après, donc je ne vais pas forcément creuser tout de suite. Et en phase finale, il y a des entretiens avec notre PDG qui rencontre encore toutes les personnes qu'on recrute, moi, et une rencontre avec l'équipe. Et en fin de process, je valide des références
J'ai toujours de références sur tout le monde, parce que c'est pas un KPI, mais ça nous permet d'éviter certaines erreurs de recrutement ou de prendre des recommandations pour le futur manager de notre futur recrue. Alors, c'est pas évident forcément d'effectuer tous ces recrutements, mais parfois il reste encore de l'incertitude quand on a recruté quelqu'un. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la qualité de l'embauche? Je pense que quand tu es arrivé, il y avait quand même beaucoup de périodes d'essai qui n'étaient pas validées. En effet. C'est des choses qui déstabilisent en plus les équipes et qui nécessitent de repartir à zéro sur la phase de recrutement. Qu'est-ce que tu as mis en place pour changer ça? En effet, alors on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres que Priscilla a présentés, la moyenne en France de validation de période d'essai est de 66%, ce qui moi m'a surpris parce que ça me semble très bas, mais on était encore en dessous de ça l'année dernière, donc quelque part la moyenne se justifie. Et c'est vrai que Priscilla le disait, lorsqu'on met fin à une période d'essai, c'est quand même un véritable échec parce que déjà il va nous manquer une ressource, on va devoir réinvestir sur le recrutement et ça a un impact négatif sur l'humeur de l'équipe concernée. Et donc l'année dernière, on avait 60% des périodes d'essai qui étaient validées et donc 40% qui n'étaient pas validées. Cette année, on est plutôt à 85% de périodes d'essai validées, donc la tendance a bien changé. Parce que, comme je l'ai déjà dit à Priscilla il y a quelques jours, c'est difficile de remplir une baignoire qui fuit, donc on a d'abord colmaté les fuites avant de remplir la baignoire. Et donc, je l'évoquais tout à l'heure dans le processus de recrutement. Aujourd'hui, on a systématisé sur toutes les fonctions chez ZRecru la mise en place d'un entretien de mise en situation, qu'on appelle business case. Quel que soit le poste pour lequel vous êtes amené à avancer dans un process de recrutement, vous allez avoir cet entretien qui va être différent en fonction du poste, forcément, mais typiquement pour les commerciaux, ça peut être, enfin c'est même systématiquement, ils reçoivent un PowerPoint de présentation et un cas pratique décrit dans un document, et ils reviennent nous voir quelques jours plus tard, ils font semblant d'être un commercial ZRecru et de présenter leur offre. Et on le fait pour chaque poste. Ça permet aux candidats de se donner une idée de ce qu'il pourrait faire au quotidien en tant que salarié sur le poste pour lequel il avance. Et nous, par ailleurs, on a une liste des critères sur lesquels on évalue ces business cases et ça nous permet de voir les points forts, mais aussi les axes d'amélioration des candidats, parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas recruter des ressources qui sont absolument parfaites, mais en tout cas, ça nous permet d'identifier les points sur lesquels on doit travailler avec les personnes pendant leur intégration. Ensuite, pour assurer la bonne intégration des salariés, je prends la main en général sur les 2 premières semaines des nouveaux entrants. La première semaine, il y a un tronc commun où tous les salariés ont une présentation de l'entreprise, de chaque département, de notre marché, notre écosystème, notre produit. Ils sont tous experts sur les produits ZRecru. Et je book également d'ailleurs à peu près tout leur déjeuner de la première semaine, puisque donc ils passent un déjeuner avec moi, un déjeuner avec leur N+1, un déjeuner avec leur buddy, qui est aussi un véritable une aide pour aider à intégrer les nouveaux, puisque c'est un parrain ou une marraine, puisque Priscilla par exemple est ma marraine. C'est vrai. Et donc qui fait partie d'un autre département et qui est la personne qui accueille le premier matin le nouveau salarié, qui lui fait faire un petit tour des locaux, qui l'invite à boire un café et donc à déjeuner dans sa première semaine. Et c'est vrai que ça aide pas mal les nouveaux salariés à avoir plusieurs points de repère en dehors de la RH ou du recruteur et N+1. Il y a déjà une 3e personne qui est connue dans l'entreprise. Et la 2e semaine, elle est vraiment consacrée à des formations liées au poste. Donc pour les commerciaux ont un process très précis. Sur certains postes, on travaille avec le manager pour être sûr qu'un maximum de compétences soient couvertes sur la 2e semaine. Et également, on a travaillé avec quelques managers sur un plan de coaching et un plan de formation, ce qui était un petit peu moins présent à l'époque. Le plan de coaching est plutôt dispensé en interne en fonction de ce qui ressort dans les performance reviews. Donc on n'a pas d'entretien annuel à proprement parler, mais on a des performance reviews 2 fois par an, en janvier et en juin. Et donc à partir de ce qui ressort de ces performance reviews, où on fait un tour des objectifs quantitatifs, qualitatifs, des hard skills et des soft skills attendus par le poste, eh bien on travaille ensemble avec le salarié et le manager pour qu'il soit coaché sur les points sur lesquels il a besoin de s'améliorer ou pour mettre en place des formations qui correspondent à son besoin. Là, on travaille un peu plus sur le long terme, sur l'intégration du nouveau collaborateur, parce qu'il ne faut pas oublier non plus
les anciens et le cycle de vie, on va dire naturel, des collaborateurs présents. Et ça évite d'avoir des nouveaux recrutements à effectuer pour remplacer les personnes qui partent aussi. Et donc, si on refait le même webinaire l'année prochaine, on aura peut-être des KPI sur la formation, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Exactement. Alors, les résultats, justement, de ce plan d'action après un an de mise en place, on a une belle amélioration du nombre de périodes d'essai validées en très beaux chiffres. Il y a aussi un autre indicateur que je ne connaissais pas, c'est l'Employee Net Promoter Score. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, Amandine? En effet. Alors, du coup, moi, quand je suis arrivée, j'ai voulu faire un petit travail de fond pour évaluer ce que nos salariés aiment dans l'entreprise et ce sur quoi l'entreprise doit également s'améliorer en tant qu'employeur. Et donc, tous les trimestres, je peux difficilement traiter un volume de données supérieur, je fais des enquêtes d'engagement ou engagomètres en fonction de l'humeur du jour, où il y a 25 questions auxquelles les salariés répondent de 0 à 10. Une de ces questions est recommanderiez-vous Easy Recruit à un de vos amis comme entreprise pour laquelle travailler? Alors la formulation doit être un petit peu meilleure sur mon enquête. Donc pour calculer le Net Promoter Score, c'est assez simple, c'est plutôt une donnée utilisée dans les équipes Customer Success en général. Mais en gros, tous les salariés qui répondent entre 0 et 6 sont considérés comme étant des détracteurs, puisque s'ils mettent ce type de note, ça veut dire qu'ils ne sont pas suffisamment heureux pour diffuser un message positif, et en réalité, ils vont sans doute plutôt en diffuser un peu négatif. Toutes les personnes qui mettent entre 7 et 8 sont considérées comme étant passifs, puisque entre 7 et 8, on est heureux, mais on ne le crie pas sur tous les toits. Voilà. Et tous ceux qui mettent entre 9 et 10 sont considérés comme étant des promoteurs, parce que si on met 10 à son entreprise, c'est qu'on l'aime vraiment très très fort, et qu'on va sans doute en parler à toute sa famille. Et donc le calcul de l'Employee Net Promoter Score, c'est les promoteurs moins les détracteurs divisé par le total, et ça vous donne un pourcentage. 17%. Et donc aujourd'hui, on a 17%, ça veut dire qu'on a quand même une bonne partie de la population qui est passive. Comme beaucoup de monde, je pense, 7 et 8, c'est une bonne note, mais c'est insuffisant pour être promoteur. Maintenant, 17%, c'est un très bon score, honnêtement. J'aimerais pouvoir l'améliorer un petit peu, mais je vais surtout essayer de le maintenir dans ces eaux-là, parce que ça veut dire que nos salariés sont suffisamment heureux pour coopter beaucoup de monde et pour s'engager dans la durée. Et donc, c'est quelque chose que je suis par trimestre. Alors, on a parlé de la durée du processus de recrutement, on a parlé du plan, du volume de recrutement, de la qualité, on n'a pas trop parlé des coûts. En effet, parce que le coût, c'est donc dans le triptyque délai, qualité et coût, le coût, c'est celui que je vais le moins surveiller, parce qu'on est dans une problématique de croissance forte. On est une start-up qui a fait une levée de fonds il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est clairement pas le KPI que je fais le plus, même si je devrais qu'en ce moment, forcément, je le suis, parce que c'est la période du budget. Donc, on a des chiffres un peu plus accurés que si on m'avait posé la question il y a un mois. Et ça me permet aussi de travailler sur mon budget de l'année prochaine pour respecter le plan de recrutement sur lequel on travaille en ce moment. Mais il s'avère qu'au final, notre coût moyen par recrutement est en dessous de la moyenne, je dirais, parce qu'il est de 2665 € par recrutement, mais on peut voir qu'il y a une belle différence entre les équipes très sympas comme le marketing ou les RH, où on est à 1495 €, et les profils à l'international, où on est plutôt autour de 3543 €, comme vous pouvez le voir. Oui, c'est très précis, donc c'est pas autour. Mais ça s'explique notamment parce que sur les profils techniques et les profils internationaux, on fait plus appel à des cabinets de recrutement, c'est les profils qu'on a cité comme étant pénuriques tout à l'heure. Et typiquement, aujourd'hui, pour l'Angleterre, on ne traite plus rien en direct, on fait appel qu'à des cabinets. Donc forcément, l'international, en ayant un pays sur 4 qui marche exclusivement avec des cabinets de recrutement, le coût est bien supérieur. Alors, merci beaucoup Amandine. Je pense que si on résume un petit peu les KPI d'Easy Recruit, la principale priorité, c'est d'atteindre le plan de recrutement. Et de le connaître aussi. Et de le connaître. C'est pas si évident de connaître son plan de recrutement parce qu'on a tous les nouveaux postes à ouvrir, plus anticiper les postes qu'il va falloir remplacer. C'est pas forcément la chose la plus évidente, surtout plus la structure est grande, plus c'est difficile de structurer les données. Forcément, le deuxième indicateur très important, c'est la qualité des recrutements. Alors, ici, on a la validation de la période d'essai, l'entretien annuel, le Maturity Score, qui est plutôt
un indicateur qu'on regarde dans les entreprises jeunes, et le NPS qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça permet de bien mesurer la qualité des recrutements. Amandine surveille aussi beaucoup la conversion à chaque étape du processus de recrutement et un petit peu moins les coûts, comme elle a pu l'expliquer. Ce qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est que c'est important de définir votre propre plan d'action, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes d'une activité à l'autre. En se basant sur vos KPI actuels, ça vous donne aussi un petit peu de poids, de consistance pour décider quel est votre plan d'action. Il ne faut pas oublier de les relier à un objectif très précis et de vous donner un objectif sur chacun des KPI. Qu'est-ce que je voudrais atteindre l'année prochaine, dans 6 mois, etc. Les managers et la direction, si les enjeux sont très forts en termes de recrutement, c'est très important qu'ils soient avec vous. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à leur faire une petite présentation de quel doit être le processus de recrutement, quelles sont les attentes, de ne pas être en retard à un entretien d'embauche, de lui faire durer un minimum de temps, etc., de bien juger ses efforts. Et n'oubliez pas, le taux moyen, on va dire, de durée de vie d'un collaborateur, c'est 3 ans dans une entreprise. Donc pensez à ces 3 ans et de voir un petit peu comment vous pouvez les retenir par la formation, par une évolution en interne. Ben voilà pour ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser 1 ou 2 minutes pour poser toutes vos questions. Je sais que Amandine utilise aussi beaucoup d'anglicismes, pipeline, time to hire, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de précision, on est là pour y répondre. Je vous laisse donc 1 minute pour poser vos questions et reprends la parole tout de suite. Et je vous fais également, en attendant, passer un petit sondage pour savoir ce que vous avez pensé aussi du webinaire. À tout de suite. Alors, il y a beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre vite, comme on peut. Pour tout ce qui est support de présentation, il y a beaucoup de questions sur ce sujet. Il va vous être envoyé à la fin dans l'après-midi, je pense, ou demain ou plus tard. Donc vous pouvez l'imprimer sans souci. On nous pose une question, comme je disais tout à l'heure, Amandine utilise beaucoup d'anglicisme. Qu'est-ce qu'un pipeline? Je l'espère. Je suis meilleure en anglicisme qu'en traduction. Ce qu'on pourrait dire, c'est un pipeline. La traduction littérale de pipeline, je suis désolée, on a un travers chez Xerox, j'utilise beaucoup d'anglicisme, mais le pipeline, c'est un petit peu... Eh ben, c'est pas facile. C'est le volume, le pipeline de candidature, quand on dit ça, c'est un volume suffisant, c'est-à-dire un nombre de candidatures important. Je ne sais pas si je suis forcément hyper claire, mais on va essayer de vous trouver une meilleure définition. Mais en gros, c'est d'essayer d'avoir un socle de candidatures pour chaque annonce assez solide dans lequel on puisse piocher. C'est ça l'idée derrière. Le volume de candidatures qu'il y a par poste, on va dire, le pipeline. Ouais, exactement. On a une question concernant vos enquêtes d'engagement. Comment pouvez-vous garantir un taux de retour? Qu'en est-il? Comment inciter les salariés à répondre? C'est une très bonne question. Je pense qu'en plus, plus l'entreprise est grande, plus c'est compliqué. Alors, moi pour ma part, à la base, j'utilisais Google Forms et des extracts Excel et moi qui tournais dans les locaux, je laissais 1 semaine pour le faire et en gros, j'avais des relances assez récurrentes et le taux de participation chez nous est au-dessus de 90%, donc j'en suis satisfaite. Et derrière, les managers sont impliqués dans cet exercice-là parce que eux, c'est aussi des informations qu'ils suivent. En dehors du Net Promoter Score, il y a d'autres données qui sortent, typiquement la relation avec le manager, le feedback, enfin les retours du manager sur la performance, etc. Et donc les managers sont assez sponsors et font redescendre le message dans leurs équipes. Là en ce moment, enfin il y a quelques semaines, on a implémenté une solution qui s'appelle Zest Me Up et donc on est en train de le rendre encore plus régulier, mais sous des formats plus courts. Et la solution, alors c'est un peu plus ludique aussi. J'ai pas d'action chez eux, mais en tout cas c'est assez sympa pour le peu que j'en ai testé.
On nous demande de rappeler la définition de l'ENPS. C'est vrai que c'est pas forcément évident à bien appréhender. En fait, c'est le NPS, le Net Promoter Score, qui est souvent appliqué pour connaître la satisfaction client. Et là, on pose, est-ce que vous recommanderiez nos produits à l'un de vos pairs ou vos collaborateurs? Et là, on fait exactement la même chose. C'est est-ce que vous recommanderiez EasyRecruit comme employeur à quelqu'un de votre entourage ou de votre réseau? Donc ça, c'est la question. Et après, comment on le mesure? On peut peut-être revenir aussi sur la slide. Et en gros, c'est quand on pose cette question-là, on prend les réponses, les personnes qui répondent entre 9 et 10, auxquelles on soustrait les personnes qui répondent entre 0 et 6, et on divise par le total de participants, et ça nous donne un pourcentage, en sachant que déjà avoir un chiffre positif, c'est pas complètement la norme, donc il ne faut pas s'inquiéter quand on a un chiffre négatif, quand on calcule son promoter score, parce que c'est souvent le cas quand on le calcule auprès d'employés. Et oui, donc imaginons que vous avez 20% de promoteurs et 35% de détracteurs, ce qui arrive quand même assez régulièrement. Là, vous allez soustraire vos 20% moins vos 35%. Ça va vous donner moins 15% en net promoter score. Souvent, il y a une grosse base à 7 à 8, et malheureusement, ce ne sont pas les gens qui sont vos promoteurs. En fait, là, on calcule vraiment le taux de promoteur et savoir un petit peu à quel point vous avez des promoteurs ou des détracteurs dans l'entreprise. Et le taux important de détracteurs peut aussi être... faut peut-être parfois prendre des mesures quand on a un taux fort de détracteurs. Après, cette base neutre, elle est aussi assez normale, il ne faut pas s'en inquiéter. Après, on peut essayer de les transformer en promoteurs. Maintenant, le Net Promoter Score, c'est un indicateur important, mais en fonction du score qu'on a, il faut creuser sur d'autres choses, que ce soit pour les détracteurs ou les passifs ou même les promoteurs, savoir ce qui les rend promoteurs, pour derrière analyser ce qui fait que les personnes sont promoteurs, ce qui fait que les personnes sont détracteurs, et mettre des plans d'action pour s'améliorer. Parce que derrière, une fois qu'on commence à sonder nos salariés, on génère des attentes. C'est important derrière d'être prêt aussi à travailler dessus et à y répondre. On a une question de savoir si l'entretien vidéo serait adapté au secteur du bâtiment, car les profils recherchés ne sont pas forcément habitués à ce type de pratique. Il faut savoir que dans 90% des cas, les candidats, c'est vrai, n'ont jamais passé d'entretien en vidéo différé, donc ça n'est pas forcément que la norme sur les profils du bâtiment. Il faut savoir après, aussi sur les clients, il y a des recrutements de concierges, des recrutements de mécaniciens. Ouais. Il y a vraiment tout type de profil qui passe l'entretien en vidéo différé. Là où c'est moins recommandé, c'est quand il n'y a pas de candidat. Quand il n'y a pas de candidat. Alors si ce n'est pas votre cas, ça peut l'être, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, plus d'un cas sur deux, l'entretien en plus, il est fait sur un téléphone mobile, sur un smartphone, que tout le monde a aujourd'hui, et qui rend beaucoup plus accessible aussi l'entretien vidéo, même si vous avez un profil qui n'est pas habitué à utiliser un ordinateur tous les jours. Alors, après, il faut creuser un petit peu quelle est votre typologie de profil. Je vous laisserai peut-être discuter avec un de nos experts pour faire un peu plus de cas par cas sur ce sujet-là. On a une question sur les coûts de recrutement et comment ils sont calculés. Qui revient plusieurs fois. Alors moi, pour le coup, le coût de recrutement, vous l'avez compris, c'est pas mon premier cheval de bataille, et je le calcule en général une fois par an. Je pourrais le suivre de façon un peu plus régulière. Enfin, je mets à jour mon budget régulièrement, mais à mon sens, le calcul est pertinent une fois qu'on a mis tous les frais engagés dans l'année et qu'on a vraiment le bon nombre de recrutements. Mais en gros, je mets tous les coûts, que ce soit les job boards, notre ATS, tous les logiciels que j'utilise, tous les outils que j'utilise, les coûts d'agence, mon salaire, celui de la recruteuse pour l'année prochaine, et donc tous les frais engagés pour le recrutement, où je proratise en fonction de l'utilité qui est fait par département et par pays, pour différencier justement le coût de chaque équipe. On a une bonne question et on a dû pas être assez précis, mais là, ce que vous voyez sur la slide, c'est les coûts moyens pour un recrutement. Donc, un profil technique coûte 2 784 € en moyenne.
C'est pas l'ensemble. C'est pas tous les recrutements qu'on a fait Non. en tech, sinon je serais très heureuse. Ouais. Mais- Mais ouais, donc on a un coût moyen par recrutement qui est autour de 2665, je crois, qui est plutôt, on est plutôt autour de 3 à 4 000 en général, et ça peut monter très haut. En effet. Donc voilà. Comment tenez-vous vos KPI et vos chiffres? Je pense que c'est plus pour toi cette question. Alors j'ai une petite passion pour Excel. Si vous voulez, même à une époque, avec Priscilla, on a fait un modèle de tableau Excel de KPI. Ouais, je pense qu'il est accessible sur notre site où on pourra vous l'envoyer. Mais en gros, je fais beaucoup d'extraits de données que derrière, j'utilise dans des tableaux croisés dynamiques. Depuis mon ATS, qui est ouais. Smart Recruiter. Et donc derrière, j'en fais des tableaux et je les analyse. Certains KPI sont analysés mensuellement, d'autres trimestriellement, ça dépend du KPI. En l'occurrence, typiquement les KPI recrutement, je les suis plutôt par trimestre, le coût plutôt une fois par an, et toute la problématique d'engagement, je les fais plutôt par trimestre. Donc. Et est-ce que vous faites une analyse du sourcing des candidats que vous recrutez au final? Oui. On regarde toujours la source. À chaque recrutement, c'est peut-être le... C'est le principal au final, parce que, alors même là, a fortiori en ce moment, là, par exemple, il y a un job board ouais. où on a fait aucun recrutement dessus. Et ça permet aussi de voir un petit peu où il faut orienter ses budgets. Ouais. Et d'autres sur lesquels qui sont assez rentables. Utilisez-vous des indicateurs clés pour évaluer votre marque employeur en externe et l'expérience candidat en général? C'est une bonne question. Marque employeur, je dirais, c'est plutôt le volume de candidatures reçues qu'on va regarder, qui indique un petit peu à quel point on est attractif. L'expérience candidat, en général, on essaie de faire de l'introspection, mais alors on n'a pas forcément un indicateur. On préfère des enquêtes auprès des candidats et des anciens candidats, mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on fait. Par exemple, on le fait en tant que... on va le faire sur les candidats de nos clients qui vont passer un entretien vidéo. On a une petite enquête avec le taux de satisfaction, est-ce qu'ils ont apprécié l'expérience, quelle image ils ont des entreprises qui utilisent ces solutions, ce genre de choses. Après, il existe des solutions pour mesurer l'expérience candidat plus précisément. Nous, c'est plutôt fait de façon introspective, on va dire. Le taux moyen d'occupation, alors c'est une statistique du ministère du Travail. Je crois que c'est également 3, je sais plus de mémoire, 3,6 ans, mais voilà, et c'est une moyenne nationale, tout secteur d'activité confondu, sur les CDI. Voilà, après, il faut voir un peu ce qu'on peut en tirer par rapport au secteur d'activité. Il faut savoir que c'est une durée qui a tendance à se réduire aujourd'hui. On parle beaucoup de nouvelles générations qui sont peut-être un peu moins, qui restent un petit peu moins sur une même position pendant une durée. Et voilà, donc c'est des éléments qui tendent un petit peu à se réduire. Et puis il faut savoir que c'est vraiment sur le poste en lui-même, si on a une évolution interne, c'est pas comptabilisé dedans. C'est vraiment l'entreprise reste sur ce poste, l'employé reste sur ce poste pour une durée en moyenne de 3 ans. Donc c'est pour ça que c'est le moment aussi, après 3 ans, vous pouvez faire aussi la moyenne, de voir en moyenne extraire l'ensemble de vos collaborateurs et de voir depuis combien de temps ils sont là, en combien de temps ils sont partis, etc. Et de voir quelle est la moyenne chez vous. Et en fonction de la moyenne, essayer d'un petit peu d'ajuster. Parfois, il y a des départements ou des services qui sont plus sujets à un turnover que d'autres. Alors, connaissez-vous le pourcentage de pertes lorsque vous convoquez les candidats à passer un entretien EasyRecruit? Alors, ça dépend des postes, mais grosso modo, j'ai entre 70 et 75% des candidats qui réalisent leur entretien vidéo différé. Voilà, en fonction des postes. Typiquement, les développeurs sont moins prompts à faire leurs entretiens que les commerciaux. Ouais. si je dois vous donner des exemples. Les Italiens adorent faire des entretiens vidéo différés et utilisent tout le temps qu'on leur donne. Alors que les Néerlandais sont très synthétiques. Mais non, après, on perd finalement assez peu
assez peu de candidats et en ce moment, on a une équipe qui se monte et dont la mission est justement de relancer ces 25-30% de candidats qui ne se connectent pas pour savoir pourquoi ou alors les accompagner dans leur entretien vidéo différé. Donc ça, c'est un projet qui s'est lancé il y a quelques semaines et typiquement, moi, je suis une des bêta-testeuses et je vois qu'il y a un impact positif parce que j'étais plutôt à 70% et je suis plutôt à 75% maintenant. Ouais, il faut savoir que la prise de contact avec le candidat pour lui expliquer, c'est souvent une démarche de pédagogie qui manque un peu. Il faut expliquer au candidat pourquoi on lui propose ce process de recrutement, quel est l'objectif derrière, sur quoi on souhaite l'évaluer. Et plus il y a de transparence, plus le taux aussi de réalisation de l'entretien est meilleur. Et surtout aussi, on a vu quelques enquêtes, c'est important, c'est de montrer plutôt sur la plateforme EasyRecruit, on a la possibilité de poser des questions en vidéo, de faire une petite vidéo de présentation. Et c'est important d'impliquer vos managers, c'est parfois compliqué. Bizarrement, ils préfèrent voir le manager que la RH. Ouais, c'est plus important de montrer le manager et de montrer au candidat avec qui il va travailler. Et c'est pratique et c'est facile à faire en vidéo sur une petite présentation. Les actions pour améliorer le taux de la période d'essai, je pense qu'il y a beaucoup vérifié la qualité. Ouais. C'était déjà en étant plus sélectif dans le process de recrutement pour éviter des faux démarrages. Ça, c'était la plus grosse action en réalité. Et derrière, il y a tout le travail sur l'onboarding pour que les personnes ne soient pas perdues. Donc, typiquement, avant qu'ils arrivent, moi, je contrôle que tout le matériel est prêt, que le bureau est prêt. On leur fait un petit pack de bienvenue avec des cadeaux. Quand ils arrivent, la première matinée qu'ils ont dans l'entreprise, elle est passée alors d'abord avec leur mentor ou leur parrain qui les invite à prendre un café, mais ensuite ils passent leur matinée avec moi qui leur explique globalement l'histoire de la boîte, comment elle fonctionne, qui fait quoi, pour qu'ils aient vraiment de quoi se repérer. Et derrière, ils connaissent exactement ce qu'ils vont faire dans les 2 premières semaines. Donc à la fois, ils sont formés à être productifs sur leur poste, mais également, ils n'ont pas de temps libre où ils se demandent mais qu'est-ce que je fais ici, parce que je ne sais plus quelle était la stat, mais je crois que c'était presque 4% de personnes qui partaient en fin de première journée qui ne revenaient jamais au global. Ça ne m'est encore jamais arrivé, mais 4% ça me semblait ouf de me dire qu'il y ait 5 personnes quasiment sur 100 qui ne reviennent pas le lendemain. Donc voilà, on laisse vraiment la partie onboarding qui est très travaillée. Et après sur la validation du taux de période d'essai, on a des suivis mensuels où on suit à la fois la performance et l'intégration de la personne. Moi je les revois 2 fois pendant leur période d'essai et on met pas mal de plans d'action en place quand on voit que quelque chose dévie un petit peu. Donc voilà, Anne, ce que je pouvais répondre. Alors, on me demande les principaux KPI utilisés par les recruteurs. Alors, on n'a pas fait la liste, mais on les a dans un e-book, mais je peux vous les donner parce que je les connais. Le premier, alors il faut savoir qu'il y a seulement 32% des recruteurs qui ont des KPI déjà. Ça paraît pas être beaucoup. Mais c'est un peu le cas. Le principal indicateur qui est regardé, c'est le délai de recrutement, la durée du processus de recrutement. C'est ce qu'on appelle aussi le time to hire, c'est entre l'expression du besoin et l'intégration de la personne, combien de temps il se passe. Le deuxième, c'est le taux de validation de période d'essai. Le troisième, c'est le nombre de recrutements par rapport au plan. Combien j'ai fait de recrutement par rapport au plan initial. Le quatrième, il est lié plutôt au coût. Quel est le coût de chaque source de recrutement? Le cinquième, il est lié au nombre de candidatures reçues par poste, le nombre moyen de candidatures reçues par poste. Ensuite, le nombre de propositions faites aux candidats par rapport au nombre de candidats rencontrés en entretien. Le suivant, il est sur le taux d'acceptation de l'offre. Combien de candidats acceptent mon offre? Souvent, quand on est inférieur à 60%, il faut aussi se remettre en question. Se poser quelques questions. Et après, je les ai plus en tête. L'application accuracy, parce que typiquement, si on utilise des sources... Ce que c'est que l'application désolé, encore un anglicisme. Je ne sais pas le dire en français, mais en gros, quand vous avez une source,
Imaginons si vous mettez une annonce sur Monster pour un poste très généraliste et que vous avez 800 candidatures et qu'il y en a 10 pertinentes, et que vous le mettez sur un autre canal, vous recevez 20 candidatures mais il y en a 15 pertinentes, il y a carrément, la pertinence de la source va être bien meilleure pour la source numéro 2 plutôt que Monster. Alors que le volume de candidatures donnera l'impression que Monster est plus pertinent. Donc moi je regarde plus un croisement entre le volume et la pertinence que le volume en tant que tel, parce que recevoir beaucoup de CV mais de CV non pertinents, ça ne m'intéresse pas. Alors, il y a beaucoup de questions. On a pas mal dépassé le temps. Je peux répondre encore à quelques questions. Comment réagissent les candidats face aux entretiens vidéo? Jouent-ils le jeu ou sont-ils plutôt réticents? Alors, il faut savoir qu'en général, quand il y a... Comme le candidat est dans un process de recrutement, c'est pas la situation toujours la plus confortable où on a le plus de confiance. Donc il y a toujours une petite appréhension à qu'est-ce que va être le nouveau concept. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup à expliquer en amont le process et qu'il y a une phase d'entraînement. Globalement, les candidats sont plutôt satisfaits. Je ne sais plus le taux, mais je crois 80% sont satisfaits après avoir fait l'entretien. Et après, moi, de mon expérience personnelle, parce que j'ai fait un peu un mix sur les entretiens vidéo différés, vous avez le choix du format de la question comme du format de la réponse. Et on a tous tendance à faire des questions texte qu'on tape rapidement avec une réponse vidéo. C'est vrai que le flot d'informations ne va que dans un seul sens et ça peut être un peu frustrant pour le candidat. Et moi, typiquement pour mes propres recrutements dans mon équipe, je me suis fait des questions vidéo où la première question, je me présente, j'explique le poste en 2 minutes et je laisse la personne se présenter assez promptement, et j'ai tourné les questions en vidéo et je vois bien que les candidats commencent en disant « Ah ben bonjour Amandine !» et qui sont tout de suite plus à l'aise, et comme je leur laisse toujours le mot de la fin dans la dernière question, ils vivent beaucoup mieux l'expérience qu'un candidat qui reçoit une invitation froide et une question texte en direct. Donc c'est aussi à nous en tant que recruteurs de travailler sur l'expérience candidat. Nous on fournit l'entreprise fournit une plateforme et c'est à nous de l'utiliser pour que les candidats ils soient à l'aise et aient une bonne expérience dessus. Sur les candidats aussi, c'est le feedback long terme auquel il faut faire attention. C'est si on ne répond pas aux candidats, c'est d'autant plus une image qui va rester un petit peu genre j'ai pas eu de retour, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait mon entretien vidéo mais je ne sais pas. Et donc toujours quand même assez important d'y apporter un feedback, mais que ce soit sur l'entretien, sur la candidature, surtout. Le feedback, il est quand même la clé de l'expérience candidat. C'est pas facile. Peut-être qu'un jour, il existera une super solution pour répondre au candidat et surtout en lui apportant une réponse qui peut l'aider par la suite. Mais je sais que c'est pas évident, mais c'est vraiment aussi important de répondre à tout le monde. On va peut-être prendre encore une ou deux questions. Ah oui, il y en a encore plein. Est-ce que vous prévoyez des dates d'arrivée fixes dans le mois où les arrivées peuvent avoir lieu tous les jours? Alors moi, j'ai changé ça parce qu'avant, ça pouvait arriver n'importe quand, sauf que sur les process d'onboarding, vous imaginez bien qu'avec les 2 semaines où je les gère, c'est pas gérable. Donc je fais 1 à 2 promotions par mois. En décembre, il n'y en a qu'une seule, parce que fin décembre, je pense qu'on suit une année fiscale qui est l'année calendaire, donc on ne donne pas le meilleur accueil fin décembre, mais en gros, on a eu une promotion la semaine dernière et la prochaine est le 8 janvier. Et donc comme ça, je pré-programme le tronc commun du parcours d'intégration. Et la 2e semaine, je l'organise avec le manager en fonction des personnes qui doivent réellement arriver. On va peut-être s'arrêter là parce qu'on a bien dépassé le timing. Quel ATS utilisez-vous? Smart Recruiter. Smart Recruiter, depuis 6 mois à peu près. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais il y en a encore beaucoup. C'est pour vous dire que c'est un sujet quand même, je pense, clé dans les prochaines années, de mesurer un petit peu la performance de ces recrutements. C'est pas facile d'organiser le cadre pour. Faut bien se poser, bien réfléchir à quelle info je peux récupérer facilement, quel sens ça a pour moi. Mais ça va devenir quand même aussi un peu un enjeu de devenir un peu un RH un peu plus analytique
sur les chiffres et c'est pas si compliqué. Si vous avez une équipe SIRH qui peut vous aider, c'est d'autant mieux. Pas mal d'outils peuvent aussi vous aider à calculer ça aujourd'hui. Et puis Excel reste souvent la base commune. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Bon appétit à tout le monde. Vous allez bientôt recevoir la présentation. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi revenir vers nous de façon plus personnelle et plus spécifique. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et merci Amandine de m'avoir accompagnée. De rien. Bon appétit.